Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et j'en profite puisque nous sommes aujourd'hui le 24 décembre pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, un très bon Noël et j'espère que vous serez gâtés au pied du sapin. Aujourd'hui je vous parle de 3 lectures qui m'ont occupé un bon petit moment puisque je vous parle de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker paru aux éditions de Fallois Poche, d'une seconde grosse briquette avec Le livre perdu des sortilèges de Rebecca Harkness aux éditions Le livre de poche dans leur collection Orbite, et un autre livre qui est pour le coup beaucoup plus court. Il s'agit de Détroit de Fabien Fernandez aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. Allez, je commence avec cette briquette de 855 pages qui m'aura occupé bien 2 semaines, entre plusieurs autres lectures. Je l'ai lu pour la lecture commune du challenge Au fil des saisons et des pages qui est proposé par Elliott et des livres. Ce livre a été choisi et j'ai été très contente de le lire puisque ça a été plutôt agréable. Il y a énormément de rebondissements sur la fin, mais j'ai quelques petits défauts à vous donner. Dans cette histoire, nous jouons sur 2 époques. Nola, une jeune fille de 16 ans ou de 15 ans je crois plutôt, a disparu le 30 août 1975. Elle n'est jamais réapparue et il y a tout un mystère autour de cette disparition. Marcus est un jeune écrivain qui a connu le succès, un premier livre qui a cartonné. Et il va se retrouver complètement devant le gros point noir des écrivains, c'est-à-dire la page blanche. Impossible d'écrire, impossible de trouver une bonne histoire, jusqu'à ce qu'il rende visite à son maître à penser, celui qui a fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire Harry Kéber, son ancien professeur. Et l'histoire de Nola, cette jeune fille qui a disparu, va refaire surface. Et Marcus va tout faire pour comprendre ce qui s'est passé en 75, qu'est-ce qui a pu arriver, les relations qu'avaient Nola et Harry Kéber et tout ce qui s'est passé dans ce petit village. C'était franchement une lecture assez agréable, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de rebondissements sur la fin, je n'ai pas vu venir la moitié, même si on se doute quand même assez vite de ce qui est arrivé à Nola. Après, ce qui m'a gênée, c'est la relation Nola-Harry est très particulière parce qu'on apprend très vite qu'il y a eu une histoire d'amour entre eux. Donc Harry avait 35 ans je crois à l'époque et Nola 15 ans, donc il y a une différence d'âge assez importante. Voilà, on s'attend à une histoire d'amour. L'histoire d'amour en elle-même ne m'a pas choquée, hein, qu'elle soit plus jeune ou quoi que ce soit. Simplement les dialogues entre les 2 personnages, et ben c'est très bizarre. On sent pas d'attachement, c'est très vieux jeu, c'était un peu niais, je trouvais par moments, je sais pas. Moi, cette relation ne m'a pas fait rêver parce que on les sentait pas plus passionnés l'un par l'autre. Alors bien sûr, il y avait des grandes envolées lyriques et tout, mais ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Ce qui m'a gêné aussi, c'est qu'on revient sans arrêt sur la journée où Nola a disparu, mais sans arrêt. C'est-à-dire qu'on nous expose les faits, et puis plus tard on revient dessus, des fois on reprend exactement les mêmes phrases qui ont été dites avant, et on nous apporte quelque chose de nouveau. Mais on nous fait ça plusieurs fois. Donc au bout d'un moment, c'est bien de nous rappeler, mais on se rappelle de ce qui a été dit avant. Donc oui, on nous rajoute des éléments nouveaux, mais c'était un petit peu redondant, c'était un petit peu lourd. Ce modèle-là de revenir sans arrêt sur les événements qui se sont déjà produits et dont on se rappelle quoi finalement. Ce que j'en retire, c'est que c'était une très bonne lecture. Les 850 pages sont passées très bien. Et comme je vous dis, tout s'accélère sur la fin, on a des révélations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et voilà, je me suis pas forcément attachée au personnage. Marcus était assez plaisant quand même dans sa façon de procéder. Mais je trouve que l'auteur a été bon, surtout pour nous faire détester des personnages, puis une centaine de pages plus loin nous les faire aimer. En fait, il joue sans arrêt avec ce que l'on pense des personnages. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Donc ça c'était plutôt bien joué de nous retourner un petit peu le cerveau à chaque fois. Mais les redondances, les répétitions m'ont un peu lassée. Deuxième grosse briquette, cette fois on est sur du 830 pages. Oui, 830 pages. C'est un tome 1 bien sûr. Je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Tutumamax et Patatra. Et comment vous dire, ça a été compliqué. Alors pas compliqué parce que ça se lisait assez vite. On faisait tous les 150 pages une petite pause. Compliqué parce que le couple qui est dans cette histoire nous est sorti par les yeux. Voilà, tout simplement. Ici, nous suivons Diana. Voilà. Diana Bishop qui est une sorcière mais qui, depuis pas mal d'années, depuis la mort de ses parents, s'est complètement détournée de la famille, de la sorcellerie et tout. Pour elle, elle ne veut plus faire de magie. La magie la rattrape lorsqu'elle fait des recherches sur des très anciens livres à la bibliothèque. Elle en sort un qui s'appelle Lashmol 782. Et en fait, elle va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de magie dans ce livre. Bon, elle l'étudie, etc. Mais ça, elle se sent pas bien. Ça, voilà, elle est gênée. Donc elle le rend, tout simplement. Hein, voilà, il retourne aux archives. Et le lendemain, il va se produire des choses assez bizarres. Des personnes vont la suivre. Elle va se sentir observée. Et de là va découler en fait toute une histoire où elle aurait découvert le livre perdu des sortilèges, celui-là même. Et en fait ça aurait été la première depuis des centaines d'années à pouvoir l'étudier. Donc bien sûr, pas mal de gens vont essayer de la réutiliser pour récupérer ce manuscrit très étrange. Voilà, ça c'est l'histoire de base, ça commence assez vite puisque dès les premières pages on est dans la bibliothèque, elle récupère le livre. Je me suis dit super, voilà. On n'attend pas 200 pages pour que l'histoire commence. Sauf que, c'est pas aussi rapide que ça. Parce que Diana donc va rencontrer Matthew qui est un vampire et va tomber follement amoureuse de lui et Matthew va tomber follement amoureux de Diana et c'est à ce moment-là qu'on nous a perdu toutes les trois parce que l'histoire d'amour, on n'y a pas cru un instant. C'était... Enfin, je sais pas, c'est niais, c'est plein de mièvrerie, c'est... Oh, mon Dieu, que les personnages sont inintéressants, quoi, pour ça. Oh là là, mais cette histoire d'amour, mais... C'était nul. Tout simplement, Diana et Matthew sont sans arrêt en train de se tourner autour, mais surtout, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Vous voyez, un vampire et une sorcière, c'est interdit par la congrégation. Oui. Alors moi ça m'a fortement rappelé Twilight, entre Bella et Edward, Bella qui veut lui sauter dessus et Edward qui non 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 je ne veux pas, on n'a pas le droit. La congrégation m'a rappelé les Volturi, bref, niveau originalité, c'était pas vraiment ça. Quand ils s'avouent qu'ils s'aiment, c'est yeah, on dirait qu'ils sont mariés, ils s'appellent mon époux, mon mari, mon... alors qu'ils se vous voient encore. Ah, c'était pas crédible. C'était pas crédible, c'était pas mignon, c'était plein de mièvrerie quoi. J'ai eu beaucoup de mal avec cette relation. Après pour l'histoire, on a énormément de longueur puisque l'auteur je crois est historienne et elle nous abreuve de dates historiques, d'événements historiques. Alors ok, c'est pour nous mettre dans un contexte avec des vampires qui ont vécu à telle année, etc. Mais c'était long. De plus, je crois qu'elle est passionnée d'œnologie, donc on a des passages entiers sur le vin. Voilà, ce genre de longueur qui ont fait que la lecture était alourdie au possible. Après, j'ai trouvé que le dernier cinquième du livre était plutôt pas mal puisqu'on se retrouve dans la maison des Bishop et la maison des Bishop est juste extraordinaire, peuplée de fantômes avec des pièces qui se rajoutent au fur et à mesure des invités qui arrivent. J'ai trouvé ça dingue, j'ai adoré cette ambiance là et j'ai beaucoup aimé aussi la thématique qui est développée dans ce dernier cinquième de livre qui est complètement différente de ce qu'on pourrait trouver. Donc pour ça c'était bien, mais le reste était
difficilement digeste. Voilà, j'ai vraiment eu du mal. Alors je sais pas si je lirai la suite. Je sais que mes 2 coéquipières de LC ne liront pas la suite, c'est sûr. Moi je sais pas. Franchement, j'ai pas l'habitude d'abandonner des sagas. Voilà, je suis une teigne, je reste jusqu'au bout. Donc je sais pas, peut-être que je lirai la suite parce que justement j'ai envie de voir ce qui pourrait être développé parce que la fin était intéressante. Mais le reste, c'était long. Et on termine sur une lecture meilleure, on va dire, puisque j'ai lu Détroit. Et mon Dieu, ce livre, c'est un véritable coup de poing. Ici, nous allons suivre 3 narrateurs. Le premier, c'est Ethan, un journaliste fraîchement débarqué de New York qui va se mettre en quête de voir les dessous de cette ville grâce à des urbex. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une... On s'imprègne des lieux, on s'habille comme les gens, hein, et on va dans les lieux défavorisés, dans les pires endroits. Voilà, donc c'est ce que fait Ethan. On suit aussi Tyrell qui est un jeune lycéen qui lui veut partir de Détroit. Il ne veut pas sombrer dans la drogue, dans les gangs, dans tout ce qui fait que Détroit est une ville dangereuse. Sauf que Tyrell est constamment aux prises avec des excès de colère monstre. Voilà, il va défoncer la tête de quelqu'un simplement parce qu'il a mal parlé à sa copine. Voilà, c'est incontrôlable, sauf que Tyrell a un rêve, il veut être vétérinaire et il veut s'en sortir par tous les moyens. Et le troisième narrateur, et c'est ça qui fait toute l'originalité de ce livre, c'est la ville de Détroit qui va, de manière très poétique, de manière très réaliste, nous parler de ce qui se passe chez elle, sur elle, qui foule son goudron, tout ce qui se passe et ce qui la désole particulièrement. Je vous dis, ce livre c'est un coup de poing parce que c'est dur, c'est violent, et on a du mal à s'imaginer que ça a pu être comme ça pendant un certain nombre d'années dans cette ville. Et ouais, je vous le conseille parce qu'on voit un aspect des États-Unis qu'on voit pas tous les jours. Voilà, une ville industrielle qui a fait toute sa renommée sur l'industrie automobile, je pense que vous le savez. Et voilà, qui plonge, qui tombe dans quelque chose de très glauque, de très violent, de dangereux. Bref, ce livre c'est vraiment ce qui est décrit dès la couverture, c'est-à-dire un roman noir urbain. À leur manière, ces 3 personnages vous montrent une vision peut-être un peu pessimiste, mais finalement qui a un grand espoir sur la fin. Je vous en dirai pas plus de cette histoire. Il faut vraiment que vous la découvriez, je vous le conseille vraiment, parce que on passe par pas mal d'émotions dans ce livre et c'est dur, c'est noir, c'est sombre, mais c'est ce qui se rapproche peut-être beaucoup de la réalité. Et puis le livre est magnifique. Ça n'enlève rien. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. Les 2 pavés m'ont beaucoup pris de temps. Donc en fait, je suis contente parce que à présent, je suis à jour de mes lectures. Je n'ai plus de lecture d'avance. Donc la semaine prochaine, vous verrez vraiment ce que j'ai lu cette semaine qui arrive pour Noël. Donc j'espère que j'aurai du contenu à vous proposer. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas en commentaire, hein, vous pouvez tout me dire. Bonne journée!